Au regard de tout ce qui précède, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à votre cour criminelle bien vouloir condamner M. Noureddine Bongo Valentin et Mme Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, à 20 ans de réclusion criminelle et à 100 millions de francs CFA d'amende. Ordonner la restitution des sociétés civiles immobilières Tercera et Blue Rivage à leurs gérants fondateurs respectifs. Ordonner la confiscation intégrale au profit de l'État de tous les avoirs bancaires gelés par le juge d'instruction spécialisé, de tous les comptes bancaires identifiés, des biens meubles et immeubles tels que les aéronefs, les actifs hôteliers et immobiliers, l'hôtel Onomo, le complexe Mayena, l'hôtel Radisson Blu, l'hôtel Gamba. Confisqués toujours au profit de l'État gabonais, les actifs pétroliers et miniers suivants: les champs pétroliers Sardine et Olowi, la société Noga Mining, les actifs à Delta Synergy, à Seka Cadiz et à Bechi et à BGFI Holding Corporation, les biens immobiliers et résidences privées, un palace 6 à Charles Street, accompagné de 2 appartements 6 dans le même quartier, un palace à Marrakech, une maison à Rabat, la résidence NAM située à Libreville d'une valeur évaluée à 80 milliards de francs CFA. Les parcs sociaux et titres financiers détenus dans les structures suivantes, hors exclusion express indiquée. À l'étranger, vous avez la société Lou Lamaïtine au Royaume-Uni, la société Lekoni Lamaïtine au Royaume-Uni, la société M9 Investment au Royaume-Uni, la société Crystal Spring Management qui porte la résidence de Londres comme structure de détention, la société Teke au Royaume-Uni, la société Lewai au Royaume-Uni, la société Mikasa au Royaume-Uni, la société Artesia aux Émirats Arabes Unis, la société Lewai aux Émirats Arabes Unis, Atelier Valentin Bouvet, société Le Maire Tricofet, cabinet d'architecture Saoti, DS Logistique, société Morgan Mallet, Maison Tyrell, de Salvano Del Béné, Cercle Rouge SA, Agencement Paul Champ, Artesia Holding, Lewai Investissement et toutes les structures assimilées. Société Forafi, Société Jet Magique. Au Gabon, SCI Martin Pêcheur, SCI Sab, SCI Issa, SCI Stellar, SCI Athéna, SCI West NG, SCI Pegasus, SCI Amboé, Nomba, SCI Mars, SCI Noura, SCI Lilia, SCI Africa Dream, SCI Telus 1 et 2, SCI Valbona, SCI Green et 14, SCI Paradig, École Ruban Vert, Société Sana Investment, Société Jerry, Société Nai Engineering, Equarius SA, Capella SA, Alpha Centuring Mining, Aelis Voyage, SCI Ingia, Société Ossa Finance, Société Omega, Société Media Invest, Société Civile Immobilière Avorbam, SCI Mur, SCI Alliance, Groupe Evolus, APC, SIVA, Excellium, etc. Condamnés solidairement, Madame Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin a remboursé à l'État gabonais la somme de 4 milliards 402 millions de francs CFA. Sur la constitution de partie civile, je m'en remets, Monsieur le Président, à votre sagesse habituelle. Monsieur le Président, au-delà des peines, il y a la symbolique. Ce verdict ne sera pas un châtiment, il sera une délivrance. Car la justice, lorsqu'elle s'élève contre la corruption, n'est pas la vengeance des hommes, elle est la mémoire de la République. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez la possibilité de réparer ce braquage de la République. De dire que plus jamais, l'État ne sera plus pris en otage,
de rendre à ce pays sa fierté, sa dignité et sa foi en lui-même. Ce jugement ne concerne pas deux accusés, Monsieur le Président. Il concerne également des générations entières. Alors, au nom du peuple gabonais, au nom des travailleurs qui se lèvent tôt, Monsieur le Président, au nom des jeunes qui espèrent, au nom de nos anciens qui ont tant donné à ce pays, je vous dis avec gravité, rendez la justice. Pas une justice de surface, mais une justice d'exemple, Monsieur le Président. Une justice qui ne tremble pas devant les puissants. Une justice qui répare, qui réconcilie, qui reconstruit, Monsieur le Président. Que la loi s'applique sans haine mais sans faiblesse. Que la République se relève sans orgueil mais sans complaisance. Et que le verdict de ce jour, Monsieur le Président, fasse trembler jusqu'aux fondations de la corruption. Car ce jour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, ce jour où la justice du Gabon aura frappé à la porte de l'histoire, ce sera celui où enfin la République aura retrouvé son âme et son honneur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le procès retentissant du clan Bongo au Gabon dépasse largement les frontières de Libreville. Ce qui s'y joue n'est ni un simple règlement de compte, ni une procédure judiciaire isolée. C'est une radiographie froide de 56 ans de pouvoir et une leçon de gouvernance adressée à toute l'Afrique. Et dans ce miroir tendu, un dirigeant comme Patrice Talon, au Bénin, ne peut rester indifférent. Ce procès, c'est d'abord la preuve que la longévité politique ne protège plus personne. La famille Bongo a régné 56 ans, bâtissant un système que beaucoup croyaient indestructible. Pourtant, en 24 heures, tout s'est écroulé. La première leçon est claire. Aucun pouvoir, aussi solide soit-il, n'est à l'abri d'un basculement brutal quand la légitimité s'effrite. Pour Talon et d'autres dirigeants africains, cela rappelle que la stabilité ne se fabrique pas par la centralisation, mais par la confiance populaire et la solidité institutionnelle. Le second enseignement, peut-être le plus sensible, concerne le rapport entre patrimoine privé et pouvoir politique. Le procès a mis à nu une constellation vertigineuse de biens, hôtels, mines, résidences à Londres, Marrakech, Rabat, holdings aux Émirats, sociétés écrans. Cette mise en lumière montre que le secret des fortunes familiales n'existe plus dans le monde d'après. Pour un président entrepreneur comme Patrice Talon, cela signifie une chose, l'opacité n'est plus une option. Ce que les peuples toléraient hier devient combustible politique aujourd'hui. La troisième leçon est celle du peuple. Les Gabonais ont fini par demander des comptes après des années d'accumulation silencieuse, de frustration. Le pouvoir tombe toujours quand l'écart se creuse entre la prospérité affichée et la réalité vécue. Même dans un pays moderne comme le Bénin, où Talon affiche des réformes ambitieuses, un sentiment croissant de confiscation politique ou de verrouillage démocratique peut devenir un facteur de rupture demain. Chaque dirigeant devrait se méfier du calme apparent des sociétés africaines. La colère n'y explose pas souvent, mais lorsqu'elle éclate, elle emporte tout. Le quatrième avertissement est institutionnel. Le régime Bongo avait verrouillé l'armée, la constitution, les alliances et les réseaux. Pourtant, la rupture est venue de l'intérieur même du système. La leçon pour Talon est limpide. Aucune architecture politique, aucun Sénat, aucune réforme constitutionnelle, aucune majorité parlementaire n'est éternellement solide si la confiance nationale vacille. Dans toute l'Afrique, les dirigeants tentent de sculpter l'avenir institutionnel à leur avantage, mais l'histoire finit toujours par reprendre ses droits. Cinquième leçon, la justice n'est plus un bouclier pour les puissants, mais parfois leur tombeau politique. Ce qui arrive au Gabon rappelle les procès Habré, Gbagbo, Zuma ou les affaires des biens mal acquis. Les dirigeants doivent comprendre que la justice n'est plus un instrument docile. Elle devient le bras de l'histoire. Celui qui croit la contrôler finit souvent par en être la cible le jour où le vent tourne. C'est une vérité universelle, du Sahel à l'Afrique centrale, du Nigeria au Bénin. Enfin, dernière leçon, l'image internationale compte. Les yeux du monde scrutent aujourd'hui les dirigeants africains avec une exigence nouvelle. Le pouvoir moderne ne se mesure plus seulement à la croissance économique ou aux infrastructures, mais à la qualité de la démocratie, à la transparence,
au respect des contre-pouvoirs, et dans ce domaine, c'est la sortie du pouvoir qui détermine la postérité d'un président. Talon, qui approche la fin de son second mandat, doit garder cela à l'esprit. Un mandat bien achevé vaut souvent plus qu'un mandat prolongé. En définitive, le procès du clan Bongo est bien plus qu'une affaire gabonaise. C'est un avertissement adressé à tous les dirigeants du continent. Il dit ceci: aucun système n'est éternel, aucune fortune n'est indiscutable, aucun verrou n'est incassable, aucune dynastie n'est indéfinissable. Et pour Patrice Talon, ce moment doit être lu comme une invitation à consolider l'héritage institutionnel du Bénin plutôt qu'à verrouiller davantage le pouvoir. L'histoire n'a jamais été tendre avec ceux qui pensent la défier. Elle n'épargne que ceux qui savent l'anticiper. Il y a des procès qui dépassent les justiciables, des verdicts qui débordent les murs d'un tribunal, des réquisitions qui deviennent des pierres d'angle d'un nouvel ordre politique. Ce qui se joue aujourd'hui au Gabon n'est pas seulement l'affaire de Nouradine Bongo-Valentin et de Sylvie Aimé-Marie Valentin Pousse-Bongo, c'est l'acte d'accusation d'un demi-siècle de dérive, d'impunité et de captation patrimoniale d'un État devenu, avec le temps, une holding familiale. Le procureur n'a pas seulement requis 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 100 millions de francs CFA. Il a dressé la cartographie d'un empire privé bâti sur les ruines d'un capital public. Hôtels, complexes immobiliers, résidences de prestige à Londres, Marrakech, Rabat, gisements pétroliers, exploitations minières, holding offshore, SCI disséminés entre Libreville, Dubaï et le Royaume-Uni. Un empire tentaculaire qui donne le vertige. Mais derrière la litanie des biens, une vérité s'impose. L'État gabonais n'était plus maître de ses ressources. Il en était l'otage. La rupture d'une dynastie, de 1967 à 2023, l'histoire prend fin. L'histoire est têtue. Elle rappelle qu'en 1967, Omar Bongo accède au pouvoir et construit au fil des décennies un système où le clan devient institution, où la rente devient mode de gouvernance, où l'économie nationale se confond avec des intérêts privés. En 2009, Ali Bongo prend la relève dans une continuité sans surprise. Même réseau, même architecture, même logique. Le 30 août 2023, le coup d'État militaire est venu briser cette chaîne. Pour la première fois depuis un demi-siècle, un procès remet en cause le cœur même de la dynastie Bongo. Nous ne sommes plus dans le simple règlement de comptes judiciaires. Nous sommes dans l'ouverture d'un nouveau chapitre politique. Une justice qui veut devenir histoire. Le procureur ne s'adresse pas seulement au tribunal, il convoque l'histoire, le peuple et la mémoire républicaine. Ce verdict ne sera pas un châtiment, il sera une délivrance. La justice, lorsqu'elle s'élève contre la corruption, n'est pas la vengeance des hommes, elle est la mémoire de la République. Cette formulation rappelle les grandes plaidoiries de rupture. Manipulite en Italie, qui fit basculer une classe politique entière, le procès Pétain, où la France se réconciliait avec elle-même, les biens mal acquis, où la justice française s'attaquait au train de vie démesuré de certaines élites africaines, la commission Zondo en Afrique du Sud, qui déballa 20 ans de corruption systémique sous Zuma. C'est cette dimension historique que porte le réquisitoire. Le Gabon ne juge pas deux personnes, il s'émancipe d'un passé pesant. L'État capturé, le grand mal gabonais. La liste des confiscations demandées est un inventaire à la Prévert, mais un inventaire qui dit tout: des hôtels, des résidences, des mines, des champs pétroliers, des entreprises au Gabon, au Royaume-Uni, aux Émirats, au Maroc, et parfois des montants qui dépassent l'entendement populaire, 80 milliards pour une seule résidence. Une somme qui, ailleurs, financerait des hôpitaux, des routes, des universités. Ces biens ne sont pas seulement des propriétés privées, ils sont la preuve matérielle de la privatisation d'un État, la preuve du pillage économique qui a appauvri des millions de Gabonais pendant que prospéraient des fortunes colossales. Le procès comme acte politique fondateur, le procureur le dit avec gravité. Ce jugement ne concerne pas deux accusés, il concerne des générations entières. Il appelle à une justice qui ne tremble pas devant les puissants, qui ne se contente pas d'une sanction symbolique, qui donne un signal clair: l'ère de l'impunité est terminée. C'est un moment où la justice se confond avec le destin d'un peuple.
Un moment où un tribunal devient un théâtre d'histoire. Un moment où un verdict peut redonner à un pays son honneur perdu. Une nation à reconstruire, une république à réapprendre. Le procureur conclut avec les mots d'une république qui veut renaître. Rendez une justice qui répare, qui réconcilie, qui reconstruit, que la République se relève sans orgueil mais sans complaisance. Il ne demande pas une vengeance, il demande une refondation, une République purifiée de ses ombres, délivrée de ses chaînes, réconciliée avec elle-même. Le Gabon a trop longtemps vécu dans l'illusion que la prospérité pétrolière garantissait la stabilité, mais cette stabilité était trompeuse. Elle reposait sur une élite qui confondait continuellement trésor public et trésor familial. Aujourd'hui, l'histoire frappe à la porte, le début d'un nouveau Gabon. Ce procès pourrait être un tournant démocratique, une rupture générationnelle, un acte d'assainissement institutionnel, un avertissement continental, car l'Afrique entière observe. Le Gabon se trouve à un carrefour, celui d'un pays qui veut enfin se libérer d'un demi-siècle de confiscation politique et économique. Si le verdict suit l'ambition du réquisitoire, alors oui, le Gabon aura peut-être retrouvé son âme.